Donc, vous savez que les tumeurs bénignes du foie, c'est un cours très important, puisque on est souvent confronté, vu la… Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement, tu y vas. Parfait. Donc, on est confronté aux tumeurs bénignes du foie du fait de l'utilisation de plus en plus fréquente et de plus en plus performante de l'imagerie médicale. Et donc, on est face au diagnostic de tumeurs bénignes du foie qui sont souvent asymptomatiques. Il faut toutes les connaître et savoir comment il faut se comporter avec elles. Donc, c'est quoi les tumeurs bénignes du foie? C'est toutes les tumeurs qui ne sont pas malignes, mais qui peuvent être à potentiel malin et qui se développent à partir de structures hépatiques, c'est-à-dire à partir des hépatocytes, à partir des cellules vasculaires du foie et des cellules biliaires du foie. Elles ont une évolution qui est le plus souvent bénigne, mais certaines, il faut le savoir, ont un potentiel de dégénérescence au fil du temps qu'il faut savoir surveiller et peut-être opérer. Elles sont souvent asymptomatiques de découverte fortuite par un examen d'échographie abdominale fait pour une raison particulière. On a mal au rein, on fait une colique néphritique. On va aller faire une échographie et cette échographie va montrer une lésion au niveau hépatique qui s'avère être une lésion bénigne. Donc, le diagnostic est fait de plus en plus fréquemment du fait de l'utilisation de plus en plus fréquente et de l'accès de plus en plus facile aux examens d'imagerie médicale et à leur performance. Ces tumeurs bénignes du foie peuvent être classées selon diverses classifications, mais celle qu'on prend en considération, c'est selon l'aspect macroscopique, l'aspect à l'échographie ou l'aspect au scanner ou à l'IRM de cette tumeur, de cette lésion focale hépatique. Alors, elle peut être solide, et là, elle fera partie des tumeurs solides du foie, comme elle peut être kystique, et là, on sera en face de tumeurs kystiques du foie. Il faut savoir que parfois, les tumeurs peuvent être solido-kystiques, donc à composante mixte. Les deux autres types de classification sont très difficiles à mettre en œuvre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut aller faire de la biopsie pour pouvoir les diagnostiquer de façon précise. Et là, donc, c'est selon les types histologiques, on a les tumeurs épithéliales et mésenchymateuses, et selon le potentiel de dégénérescence. Mais là aussi, c'est difficile à faire en pratique et à retenir en pratique. Donc, on classera les tumeurs bénignes du foie selon leur aspect macroscopique. Il va y avoir des tumeurs bénignes kystiques du foie et des tumeurs malignes bénignes solides du foie. Nous allons commencer par les kystiques. Alors, la tumeur kystique bénigne du foie la plus fréquente est le kyste biliaire simple du foie. C'est quoi? C'est au fait une dilatation kystique d'une voie biliaire aberrante. Donc, il y a une voie biliaire qui est aberrante, qui est anormale, qui va se dilater. Et comme elle est aberrante, elle ne communique pas avec le reste de l'arbre biliaire. Elle est unique dans 70% des cas. Elle peut être de taille variable. Son contenu, comme son nom l'indique, est kystique biliaire. Donc, c'est un contenu liquidien séreux, clair. Elle est pauvre en éléments cellulaires. C'est de la bile. Il n'y a pas de cloison endokystique, c'est un kyste simple sans cloison endokystique. Et c'est la tumeur bénigne kystique du foie la plus fréquente. Vous l'avez ici, vous voyez des dilatations kystiques. On voit qu'à l'intérieur, il y a du liquide au niveau du foie. Donc, là, il y a plusieurs kystes. C'est une polykysteuse simple du foie. Vous voyez ici des kystes biliaires multiples au niveau d'un foie. Alors, ce sont les formations hépatiques les plus fréquentes. Vous allez voir souvent sur des comptes rendus d'échographie abdominale kyste biliaire simple. Elles sont le plus souvent sporadiques, mais on a décrit quelques rares cas familiaux. Leur prévalence est élevée, 2,5%. Donc, c'est la formation hépatique kystique bénigne la plus fréquente. Et elle prédomine chez la femme. Elle est exceptionnelle avant 10 ans et on la retrouve chez les sujets de plus en plus âgés avec un pic entre 50 et 60 ans. Cliniquement, elle est souvent asymptomatique de découverte fortuite. Rarement, les kystes sont volumineux, ils sont supérieurs à 8 cm et dans ce cas-là, on va avoir des douleurs abdominales, une masse abdominale qui va être perçue par le patient et ensuite perçue par l'examinateur. Et exceptionnellement, ce sont des tumeurs qui compliquent, elles se compliquent donc exceptionnellement, elles vont donner lieu à des symptomatologies, une symptomatologie en rapport avec la complication, telles que la douleur, une masse abdominale. Le kyste biliaire peut saigner à l'intérieur, une hémorragie intrakystique, avec donc, d'un point de vue clinique, une douleur brutale et un choc hypovolémique,
Lorsqu'il est gros, il peut aussi aller comprimer les organes de voisinage en donnant un ictère quand il comprime les voies biliaires, un syndrome d'hypertension portale lorsqu'il comprime les structures vasculaires du foie, un syndrome occlusif lorsqu'il va vers les intestins, une dyspnée lorsqu'il est à localisation supérieure et donc il va donner de la dyspnée par difficulté respiratoire, par compression diaphragmatique. Alors, il peut se rompre aussi, très exceptionnellement, à l'origine d'une irritation péritonale avec du liquide biliaire à l'intérieur du péritoine. Il peut s'infecter, donnant lieu à un aspect qui va ressembler à un abcès hépatique. À l'imagerie, donc on va retrouver des lésions kystiques qui sont reconnues dans la majorité des cas. Donc l'échographie abdominale va suffire dans la majorité des cas à faire le diagnostic, à poser le diagnostic de lésions kystiques hépatiques. On la verra sous forme de lésions anéchogènes qui ne contiennent pas d'écho, donc sphériques ou ovalaires, homogènes à bordettes, avec absence de cloison et de végétation en sens 1, avec rarement, avec un renforcement, pas rarement, avec un renforcement postérieur, ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez là une image kystique anéchogène. Anéchogène, donc elle est kystique, il y a du liquide à l'intérieur, sphérique, avec un renforcement postérieur, vu la présence du liquide en sens 1. Donc, ce que vous voyez ici en blanc, c'est le renforcement postérieur. Et ce que vous voyez en noir, cette lésion noirâtre et le kyste biliaire simple. La TDM est réalisée lorsqu'il s'agit d'un gros kyste et qu'on doute sur sa nature kystique. En cas de doute ou de grosse lésion kystique, on va retrouver une lésion qui est hypodense, de densité liquidienne, avant et après injection de produits de contraste, et l'IRM aussi va donner la même chose. Donc, vous voyez ici cette lésion liquidienne qui ne va pas prendre le contraste après injection de produits de contraste. L'IRMO est aussi utilisé, est aussi un examen qui va être demandé lorsque la lésion est trop grosse et qu'on doute sur le caractère kystique réel de la lésion. Et ce qu'on va trouver, c'est un hyposignal T1. Vous voyez la lésion kystique en hyposignal T1, elle est noire, qui devient en hypersignal T2 après injection de gadolinium. Et lorsque la lésion est très grosse, elle peut se calcifier ou donner une densité un peu plus élevée lorsque elle saigne à l'intérieur. Le diagnostic différentiel se fera évidemment avec les lésions kystiques hépatiques qui ne sont pas tumorales, comme le kyste hydatique du foie. Et dans ce cas-là, il faut faire une sérologie hydatique au moindre doute. Il va se poser avec le cystadénome, qui est une autre tumeur bénigne du foie, le cystadénocarcinome, qui est la forme maligne du cystadénome, les tumeurs nécrotiques qui vont se nécroser, donc donner lieu à du liquide, et là c'est un diagnostic différentiel. Il y a des métastases kystiques, des métastases qui vont avoir sous forme kystique et qui peuvent poser un diagnostic différentiel avec les kystes biliaires, et la maladie de Caroli, on verra ce que c'est tout à l'heure. Le traitement de ces kystes biliaires, il faut s'abstenir de les traiter, même s'ils sont volumineux et asymptomatiques. On va les traiter que s'ils sont symptomatiques. On va traiter les formes symptomatiques ou compliquées. Comment les traite-t-on? Ou on va ponctionner. La ponction va soulager le kyste, mais il va récidiver. Donc, on va ponctionner un gros kyste pour soulager le patient qui présente des signes de compression ou de douleur. On peut ponctionner et ensuite injecter un produit sclérosant afin de détruire ce kyste. Et ce produit sclérosant est généralement de l'alcool à 95 degrés. Ceci est contre-indiqué s'il y a une communication avec les voies biliaires, parce qu'on va détruire les voies biliaires et on va donner lieu à une cholangite iatrogène qui peut donc à la suite donner lieu à une cirrhose biliaire secondaire. Donc il faut d'abord faire une kystographie, aller voir est-ce que le kyste est réellement communicant ou pas. S'il communique, il ne faut pas alcooliser. S'il ne communique pas et qu'on est sûr que c'est un kyste biliaire simple, là on peut alcooliser. Cette kystographie est actuellement remplacée par la BIRM. On peut aller faire une fenestration du dôme saillant, c'est-à-dire aller enlever ce dôme saillant par voie laparoscopique quand c'est possible, ou bien par voie chirurgicale à abdomen ouvert. Et on peut faire une kystectomie totale si on doute
de la réalité de ce kyste si on doute avec un cystadénome. C'est-à-dire que si on pense que c'est un cystadénome et que ce n'est pas un kyste biliaire, on va aller opérer. Et puis si c'est un kyste biliaire, eh bien, tant mieux pour le patient. Alors, vous voyez ici un gros kyste hépatique qui donnait lieu à de la compression. Après alcoolisation, donc il a été complètement détruit, on ne le voit plus. Quand il y a beaucoup de kystes, on va parler de polykystose. C'est la polykystose hépatique. Mais il faut savoir que la polykystose, contrairement au kyste simple, n'est pas sporadique, elle est héréditaire. On a deux types de polykystose hépatique. La polykystose hépatique isolée et la polykystose qui est associée à des kystes rénaux, c'est ce qu'on appelle la polykystose hépatorénale. Donc ce sont deux maladies héréditaires différentes. La polykystose hépatique isolée où il n'y a pas de kystes rénaux associés et la polykystose hépatorénale où avec les multiples kystes hépatiques, on trouvera des kystes rénaux. La polykystose hépatorénale, sa prévalence est de 0,5 à 1 sur 1000. Elle est de transmission autosomale dominante à pénétrance complète avec deux types de gènes mutés. Soit il s'agit du gène PKD1, et là, on va avoir, c'est la plus fréquente, et on va avoir une maladie rénale précoce qui va s'installer précocement dans l'histoire de cette maladie, ou le gène muté est le PKD2 dans 15% des cas, et là, la maladie rénale est beaucoup plus tardive. Alors, le développement des kystes hépatiques n'est pas constant. Environ dans 60% des cas, ils surviennent après des kystes rénaux. C'est-à-dire que généralement, on a des kystes rénaux et par la suite, on va avoir des kystes hépatiques qui vont arriver. Et ces kystes donc, sont généralement absents avant 20 ans et après 60 ans, on a 70 à 80% de ces patients avec polykystose hépatorénale qui ne présentaient que des kystes rénaux au départ, qui vont présenter des kystes hépatiques associés. La femme est beaucoup plus touchée que l'homme et on doute sur le rôle des œstrogènes. Ils ne sont pas communicants avec les voies biliaires et parfois ils peuvent se calcifier lorsqu'ils sont volumineux et habituellement ils sont asymptomatiques. Et ils peuvent se compliquer par une hépatomégalie qui va donner lieu à des symptômes, notamment lorsqu'ils sont gros, avec la compression, par exemple, de l'estomac. Et là, ça va donner lieu à de la dyspepsie, voire à des vomissements chroniques, ou une compression des vaisseaux hépatiques, et ça peut donner lieu à un syndrome de Budd-Chiari secondaire, ou une compression du transport, et ça va donner lieu à un syndrome d'hypertension portale, par bloc infrahépatique, par compression kystique. Le pronostic n'est pas tant lié à l'atteinte hépatique, puisque l'atteinte hépatique n'est pas aussi grave que ça, elle n'est pas grave, sauf quand elle est symptomatique, et là, il faut aller agir. Le pronostic est lié à l'atteinte rénale, avec un risque d'insuffisance rénale chronique et de recours à la dialyse. Parfois à la transplantation rénale, lorsque le rein ne fonctionne plus, ou les deux reins ne fonctionnent plus. Et la survie est prolongée lorsque les kystes hépatiques se développent. La polykystose hépatique isolée, là, on n'aura que des kystes au niveau du foie, il n'y a pas de kystes au niveau des deux reins. Elle est de transmission aussi autosomale dominante. Les types de mutations sont différents. Là, on va avoir des mutations sur les gènes PR, KCASH et le SEC63, dans 30 à 50% des cas. Elle est moins fréquente que la polykystose hépatorénale. Les kystes hépatiques sont semblables à cette dernière. On a les mêmes kystes qu'à cette dernière, avec une fréquence beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme et après l'âge de 40 ans. Les symptômes sont dépendants de la taille du kyste. Donc, si le kyste est gros, il va être symptomatique, douleur, compression, etc. Il n'y a pas d'insuffisance hépatique, il n'y a pas d'hypertension portale. Donc, au final, cette polykystose hépatique ou cette polykystose est rarement symptomatique. Quand elle est symptomatique, on va avoir de l'hépatomégalie, de la douleur, des troubles digestifs, des troubles respiratoires. Je vous ai expliqué tout à l'heure par compression diaphragmatique. On va avoir de la dénutrition quand le patient ne peut plus s'alimenter parce que le kyste est compressif et qu'il a mal dès qu'il mange. Les complications de ces kystes sont comme dans toute lésion bénigne, vous allez le voir, on va toujours répéter le même type de complications, l'hémorragie intrakystique, la rupture et l'infection.
l'ictère par compression, l'hypertension portale par compression, et surtout lorsqu'elle est associée à une fibrose congénitale associée. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une fibrose hépatique congénitale, c'est une fibrose qui apparaît dès la naissance, fibrose hépatique qui apparaît à la naissance de l'enfant, du nouveau-né, et qui va se développer avec le temps. Lorsque celle-ci est associée à une polykystose hépatorénale, ça va donner lieu à un syndrome de Cacchi-Ricci. C'est le syndrome de Cacchi-Ricci. Le syndrome de Cacchi-Ricci est lié à associe une fibrose hépatique congénitale à une polykystose hépatorénale. Donc, on ne traitera la polykystose que si elle est symptomatique. Les modalités thérapeutiques, les buts du traitement, c'est d'arrêter l'augmentation de la taille du foie, parce que le foie va augmenter avec l'augmentation de la taille des kystes. On peut donner aussi de supprimer les symptômes dus à un ou deux ou à un ou plusieurs kystes prédominants. C'est-à-dire que quand on a une polykystose, les kystes sont de taille variable et on va traiter les kystes les plus gros, les plus symptomatiques, ceux qui sont à l'origine des symptômes de la compression, de la douleur. Alors, pour arrêter l'augmentation de la taille du foie, on va donner des analogues de la somatostatine qui semblent agir donc, en diminuant la sécrétion intrakystique. Donc, ça va diminuer de ce qu'il y a à l'intérieur du kyste. Et puis, on peut ou aller scléroser, aller brûler avec de l'alcool ces kystes-là, faire une fenestration, faire une lobectomie gauche si ce sont des petits kystes à prédominance gauche et qui n'entraînent pas d'insuffisance hépatique. Sinon, lorsque c'est des kystes qui sont très, très, très importants et qui sont diffus au niveau de tout le foie et qui sont très symptomatiques, c'est une indication exceptionnelle à faire une double transplantation foie-rein quand il existe une polykystose hépatorénale. Donc là, vous avez la présence de plusieurs kystes hépatiques qui ont été traités par alcoolisation. Et là, certains ont été traités par résection et fenestration. La deuxième lésion kystique, à lever la main. Alors, qui c'est qui veut intervenir? Réactivez votre micro. Sinon, vous posez la question, vous posez vos questions à la fin. Écrivez-les parce que je ne sais pas comment faire pour activer le micro. Alors, le cystadénome mucineux, son épidémiologie, c'est une tumeur rare, il s'agit d'une cavité kystique, cloisonnée, bordée par un épithélium cubocylindrique formant des protrusions. Les cavités contiennent un liquide mucineux et ne communiquent pas avec les voies biliaires. Donc, ce sont des cavités qui ne vont pas communiquer avec les voies biliaires et qui contiennent de la mucine. Et ces cavités sont bordées par un épithélium cubocylindrique qui va se faire des protrusions à l'intérieur des kystes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le diagnostic radiologique du cystadénome mucineux ou du cystadénome. Sa taille est variable et souvent, il est situé au niveau du lobe droit du foie. Il est le plus souvent, comme pratiquement toutes les tumeurs bénignes du foie féminin, donc il prédomine chez la femme. La cavité est cloisonnée, bordée par un épithélium cubocylindrique. Il est de taille variable, souvent situé au niveau du lobe droit, atteint le plus souvent la femme, dans 80% des cas, de l'âge de 40 ans. Sa taille lésionnelle au diagnostic est comprise entre 2 et 20 cm et elle est presque toujours supérieure à 5 cm. Le cystadénome, contrairement au kyste biliaire simple, risque de se transformer
en tumeur maligne qu'on va appeler le cystadénocarcinome. Donc, le cystadénome mucineux est une tumeur bénigne à potentiel malin qui peut se transformer en cystadénocarcinome. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment le prendre en charge. Sa clinique est peu spécifique, elle peut être découverte fortuitement à l'occasion d'un examen d'imagerie ou lorsqu'il est gros, quand il y a une masse palpable au niveau du foie, il peut donner lieu à la douleur, à de l'ictère et à des complications. Il peut se transformer, récidiver après un traitement, se rompre dans le péritoine, comprimer les organes de voisinage, être le siège d'une hémorragie intrachystique et être le siège d'une surinfection comme toutes les autres tumeurs kystiques. Donc, elles sont généralement en dehors de la transformation maligne. Les complications sont les mêmes pour toutes les tumeurs bénignes. À l'imagerie, donc on va avoir une volumineuse lésion qui est multiloculée, contrairement au kyste biliaire simple qui est uniloculaire. Le cystadénome est multiloculé. Il a plusieurs compartiments et ces compartiments sont donc séparés par des cloisons. C'est ce qu'on appelle les cloisons intrakystiques. Les cloisons intrakystiques que vous voyez ici, on a l'impression que c'est un nid d'abeille. Vous voyez, cette lésion-là, c'est un énorme cystadénome mucineux avec des cloisons qui séparent les différentes parties de ce kyste ou les différents locules. Les signes de dégénérescence, c'est la présence de nodules au niveau du mur, c'est-à-dire au niveau de la paroi de ce kyste, et lorsque les septa sont épais, sont plus gros que ça, et qu'ils sont le siège de macrocalcification. Lorsque les cloisons sont le siège de macrocalcification qu'on va reconnaître par une densité calcique de ces cloisons-là, ou d'une partie de ces cloisons, c'est un signe de dégénérescence radiologique. La tomodensitométrie va retrouver une lésion hypodense, donc à densité liquidienne, multiloculée, présentant des fins septa. Ces septa vont se rehausser après injection de produits de contraste, et c'est pour ça qu'on les voit bien. Vous voyez ici l'aorte abdominale qui s'illumine, qui s'allume du fait de la présence de produits de contraste, et vous voyez les cloisons ici qui sont bien dessinées parce qu'elles ont pris le produit de contraste. Donc c'est un contenu hypodense de densité liquidienne avec présence de fins septa qui vont se rehausser après injection de produits de contraste. L'IRM va donner la même chose. En hyposignal T1, c'est du liquide. En hypersignal T2, pur. Et les septa vont rester en hyposignal. Vous les voyez ici. Les septa sont là. Ils sont en hyposignal. Ils sont noirâtres en T2. D'accord? On ne les voit pas en T1. On les voit en T2, en hyposignal. Et lorsqu'on injecte du produit de contraste, on va avoir un rehaussement de la capsule. Alors, l'échographie, la TDM et l'IRM vont montrer une lésion macrokystique, uni ou multiloculaire, généralement multiloculaire, encapsulée à paroi épaisse, avec des cloisons et des protrusions pariétales, absence de rehaussement à l'injection de produits de contraste du kyste, mais par contre, les septa, ils prennent légèrement le contraste. À l'IRM, donc, on est déjà passé sur ça. Le diagnostic différentiel, c'est le kystidatique, notamment le kystidatique de stade 3 de Rarby. Et là, la sérologie de l'idatidose devant une suspicion de cystadénome est systématique. Et puis, on a les pancréatiques aussi, qui sont un diagnostic différentiel. Le traitement, c'est l'exérèse chirurgicale complète du fait de leur possibilité de dégénérescence. La fibrose hépatique congénitale, c'est une maladie rare de transmission autosomique récessive, 1 sur 100 000 naissances. Il s'agit au fait d'espaces portes qui sont élargis par la présence d'un tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif va comporter des canaux biliaires plus ou moins dilatés qui vont communiquer avec l'arbre biliaire. Donc, c'est des espaces portes
élargie par un tissu conjonctif, d'où le nom de fibrose hépatique, et ça va comporter des canaux biliaires qui vont communiquer avec l'arbre biliaire. Des lésions associées sont possibles, telles que des ectasies tubulaires du rein précaliciel, une polykystose hépatorénale autosomique récessive ou un syndrome de Caroli. Et l'association, je vous le rappelle, d'une fibrose hépatique congénitale et d'une polykystose hépatorénale s'appelle la maladie de Cacchi-Ricci. Les symptômes de la fibrose hépatique congénitale, donc il y a de la fibrose, et là, on va avoir de l'hypertension portale qui est au premier plan. Cette hypertension portale va se manifester par les signes d'HTP clinique, splénomégalie, varices œsophagienne. On peut avoir des varices œsophagiennes. Il faut savoir que généralement, c'est des varices œsophagiennes qui vont se rompre dès l'enfance, entre 5 et 20 ans. Mais le foie n'est pas insuffisant. Ce n'est pas un foie de cirrhose. C'est une fibrose non cirrhotique du foie, mais qui engendre de l'hypertension portale. La deuxième complication, c'est l'angiocolite, puisque ce sont des kystes qui vont communiquer avec les voies biliaires. Le syndrome de Caroli, c'est une dilatation congénitale des voies biliaires. Les voies biliaires vont se dilater et ces dilatations des voies biliaires communiquent avec l'arbre biliaire, donc il y a une communication de ces dilatations avec le reste des voies biliaires. Elle affecte tout l'arbre biliaire ou une partie du foie, le lobe gauche ou le segment. La dilatation peut concerner tout le foie, comme elle peut concerner par exemple le lobe droit du foie ou le lobe gauche du foie. Il existe deux formes de maladie de Caroli. La maladie de Caroli qui est associée à une fibrose hépatique congénitale, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Caroli, qui est la forme la plus fréquente. Elle est autosomale récessive. Il s'y associe souvent une hypertension portale. Il y a aussi parfois une ectasie canaliculaire précalicielle, c'est-à-dire au niveau des tubules rénaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Caroli. Et sans fibrose hépatique congénitale, ni anomalie rénale, ce n'est pas héréditaire et c'est une maladie de Caroli et ce n'est plus un syndrome de Caroli. Les manifestations cliniques. Souvent, elle est asymptomatique et lorsqu'elle est symptomatique, comme c'est une dilatation de tout l'arbre biliaire et l'arbre biliaire communique, donc il y a une communication, c'est les angiocolites dont le début des symptômes va varier et généralement ça se passe chez le sujet jeune. Donc un sujet jeune qui vient avec une angiocolite, on va plus penser à un problème de Caroli qu'un problème de lithiase biliaire simple. Comme ça au départ, la fréquence est identique chez les garçons, le garçon et la fille. Les complications, c'est la lithiase intrahépatique, la septicémie, donc les angiocolites à cette infection. Le cholangiocarcinome, le syndrome de Caroli peut donner lieu, donc peut dégénérer en cholangiocarcinome dans 7% des cas. Et dans ce cas-là, on va avoir un ictère avec une masse au scanner des voies biliaires et l'amylose quand l'infection est chronique ou lorsque l'infection se répète dans le temps. L'imagerie est assez typique. C'est une imagerie avec injection de produits de contraste et surtout l'IRM avec injection de produits de contraste. Qui va retrouver des dilatations kystiques qui communiquent avec le reste de l'arbre biliaire. Donc, les kystes simples, ces dilatations kystiques ne communiquent pas avec l'arbre biliaire. Et donc, le syndrome de Caroli ou la maladie de Caroli, nous allons avoir des kystes qui vont communiquer avec l'arbre biliaire, avec des dilatations canalaires, saciformes ou tubulaires. Et comme ces structures sont centrées par un vaisseau, on va avoir un signe vasculaire au centre de ces lésions kystiques. C'est ce qu'on appelle le central dot sign. Donc, vous voyez ici des dilatations kystiques avec un dot sign, vu la présence de structures vasculaires. Et c'est très typique et évocateur d'une maladie de Caroli ou d'un syndrome de Caroli. Pareil, dilatation avec
des signes au centre. Le traitement des angiocolites, c'est les antibiotiques. De la lithiase intrahépatique, c'est de donner donc, de l'acide urso-désoxycholique qui est efficace sur la lithiase intrahépatique, qui va permettre de la dissoudre. Dans les formes localisées, et lorsque la symptomatologie est très gênante et qu'on a des angiocolites répétées, c'est l'hépatectomie partielle. Et donc, les formes diffuses avec des angiocolites récidivantes, là, ça va être la transplantation hépatique, puisque la forme est diffuse sur tout le foie. Et donc, il faut enlever tout le foie et le remplacer. Nous avons fini avec les tumeurs bénignes kystiques du foie, qui sont très simples à retenir. Et là, maintenant, nous allons parler des tumeurs bénignes solides du foie. Il faut savoir qu'il y a 3 tumeurs solides à connaître. Les 3 tumeurs solides, il y en a plusieurs, mais les 3 qu'il faut connaître de façon... qu'il faut bien connaître, ce sont l'adénome hépatique, l'hyperplasie nodulaire focale et l'angiome hépatique. Nous allons commencer par les plus fréquents. Et le plus fréquent, c'est l'angiome hépatique ou l'hémangiome. L'hémangiome est la tumeur bénigne la plus fréquente du foie. Comme son nom l'indique, angiome, c'est une tumeur vasculaire. Vous avez vu ici, je ne voulais pas montrer, je suis passée rapidement, dans la classification histologique des tumeurs bénignes du foie, nous allons voir les tumeurs épithéliales, celles qui se développent à partir de l'épithélium et donc des hépatocytes, qui sont l'hyperplasie nodulaire focale et l'adénome hépatocytaire. Les tumeurs mésenchymateuses, et on a l'hémangiome, le lipome, l'hémangiome, le mésothélium bénin, les tératomes qui sont très rares, qui sont des tumeurs mixtes, les tumeurs mixtes, donc les tératomes qui sont très rares, et donc les 3 plus fréquentes sont l'hémangiome, en premier lieu, ensuite l'hyperplasie nodulaire focale, qui est une tumeur épithéliale, et l'adénome hépatocytaire, qui est une autre tumeur épithéliale, qui est 10 fois plus rare que l'hyperplasie nodulaire focale. Donc, le plus fréquent, c'est l'hémangiome. Alors, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente du foie. Ce sont des tumeurs hypervasculaires. Le facteur familial et la génétique n'est pas établi dans leur apparition. Leur fréquence varie selon les séries de 0,4 à 20% de la population. 20%, ce sont dans les séries autopsiques qu'on a retrouvé 20% de la population. Elle atteint tous les âges, mais elle est plus fréquente chez la femme entre 30 et 50 ans. Et vous allez voir que ces tumeurs aussi, toutes ces tumeurs, ces 3 tumeurs sont beaucoup plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Donc, prédomine chez la femme dans 2 tiers des cas. L'angiome, il ne faut pas le biopsier, parce qu'il y a du sang, on risque de créer une hémopéritoine, sauf dans des cas très exceptionnels, où on peut biopsier avec des aiguilles très fines, mais il faut retenir qu'il ne faut pas biopsier l'angiome. Et lorsque on fait une étude anatomopathologique de cette lésion, on va retrouver du tissu vasculaire constitué de sinusoïdes dilatés. Donc, au fait, c'est une dilatation de sinusoïdes qui va donc aller, qui va former une sorte de citerne, et cette citerne va contenir du sang. Donc, ce sont des cavités remplies de sang, bordées par des cellules endothéliales. Cette tumeur est exclusivement alimentée par l'artère hépatique. Sa taille est le plus souvent inférieure à 4 cm, mais on a des angiomes qui peuvent atteindre les 20 cm. Donc, c'est entre 2 à 20 cm, mais souvent, ils sont inférieurs à 4 cm. Souvent, ce sont des angiomes uniques, mais on peut avoir une angiomatose hépatique ou la présence de multiples angiomes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne dégénèrent jamais, mais ils peuvent s'infecter, ils peuvent se rompre dans le péritoine. Donc, habituellement, asymptomatique, de découverte fortuite. Il est symptomatique s'il est supérieur à 6 cm, à l'origine de douleur, d'hépatomégalie, d'une masse abdominale. L'hépatique est souvent normal et rarement, il peut se présenter, cet angiome peut se présenter par ses complications, notamment par un ictère par compression ou par thrombose. Les complications, c'est les mêmes complications que celles que je vous ai citées pour les tumeurs kystiques, l'hémorragie, la digestion intrapéritonéale, intratumorale, la compression des organes, mais aussi une autre complication, le SKM, ou le syndrome de Cassabant-Merritt, qui est une coagulopathie de consommation.
C'est quoi le syndrome de Kasabach-Merritt? Ça mérite d'être connu parce que ça va indiquer la chirurgie ou une embolisation de cet angiome lorsque ce syndrome est présent. Alors, il se définit par l'association d'une tumeur vasculaire et d'une thrombopénie majeure avec une coagulopathie de consommation plus ou moins marquée. Cette coagulopathie de consommation, on va la reconnaître sur le plan biologique par la présence d'un taux de fibrinogène bas, de taux de complexes solubles à des taux élevés et des dédimères élevés. Donc, c'est lié à la consommation, donc à la consommation des facteurs de la coagulation et de la. C'est une consommation intravasculaire disséminée, pas disséminée, localisée au niveau de cet angiome. Il y aura une fibrinolyse et une coagulation intravasculaire. Donc, c'est une CIVD. L'évolution est fatale dans 20 à 30% des cas par CIVD. Donc, ça commence par une CIVD locale à l'intérieur du kyste pour devenir une CIVD généralisée. Les autres associations, c'est l'association d'autres hémangiomes multiples au niveau des autres organes, tels que la face, la muqueuse, le foie, le tube digestif. C'est ce qu'on appelle le syndrome de rendu océaire et le syndrome de von Hippel-Lindau qui va associer des hémangiomes multiples avec des hémangiomes au niveau du cervelet, de la rétine et du pancréas. L'imagerie va donner lieu à l'échographie. Donc, l'imagerie est typique lorsque l'hémangiome fait de moins de 3 cm de diamètre. Il s'agira de retrouver à l'échographie abdominale une masse hyperéchogène parce qu'il y a du sang à l'intérieur, homogène, avec un renforcement acoustique et des contours nets. Le renforcement acoustique est lié au caractère lipidien, donc sanguin, de ce kyste, de cette formation bénigne du foie. Les hémangiomes du foie sont souvent rencontrés dans le lobe droit du foie et près du diaphragme. Alors, est-ce qu'on doit faire une imagerie de contraste, c'est-à-dire une échographie de contraste avec injection de produits de contraste, une tomodensitométrie avec injection de produits de contraste ou une IRM avec injection de produits de contraste? Pas dans tous les cas. On les fera lorsque l'échographie est atypique ou lorsque le kyste est gros et qui donne lieu à des remaniements intrakystiques. Et dans ce cas-là, on va montrer donc un rehaussement périphérique en mode de la lésion qui est suivi d'un rehaussement central au vas d'Ardif. Vous allez voir ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc là, à l'échographie, vous avez une lésion hyper-échogène avec un renforcement postérieur, hyper-échogène avec un renforcement postérieur. Et à la TDM, vous allez, on ne voit pas ici, avec des acquisitions multiphasiques, si là, on ne la voit pas ici, donc c'est une lésion hypodense, qu'on ne voit pas très bien. Après injection de produits de contraste, vous voyez que cette lésion va se rehausser en motte, par petites parties de façon parcellaire, de la périphérie vers le centre. Pour se remplir en totalité. Ensuite, la périphérie va rester le produit de contraste va rester plus longtemps au niveau du centre et va disparaître au niveau de la périphérie. Et l'IRM, qui est l'examen le plus performant pour le diagnostic, avec une sensibilité, une spécificité entre 85 et 99%, alors c'est une lésion en hyposignal, elle est liquidienne, il y a du sang en T1, hypersignal T2, avec un signal qui est pratiquement semblable à celui donné par le LCR. Et la cinétique de rehaussement est la même que sur le scanner, c'est-à-dire un rehaussement en motte de la périphérie vers le centre. Ça commence par la périphérie et ça va aller au centre. Le traitement, alors c'est l'abstention thérapeutique s'il est asymptomatique sans aucune surveillance. Les indications à un traitement sans les angiomes symptomatiques qui donnent lieu à des douleurs abdominales sévères, les angiomes compliqués avec une rupture intrapéritonéale ou un syndrome de Kasabach-Merritt parce que la coagulation intrakystique va devenir généralisée et va aboutir au décès du patient, et la forme pédiculée
parce que la chirurgie est beaucoup plus facile à réaliser dans ces cas. Donc, on a des modalités thérapeutiques non chirurgicales, on a des modalités thérapeutiques chirurgicales, comme il existe des modalités thérapeutiques interventionnelles. Pour les modalités non chirurgicales, c'est d'aller traiter donc par les corticoïdes ou par des antimétabolites, la vincristine, lorsque l'angiome se complique d'un syndrome de Kasabach-Merritt sans possibilité d'aller opérer ou sans possibilité d'emboliser. L'indication la plus fréquente est la chirurgie, par résection chirurgicale, hépatectomie, énucléation, c'est lorsqu'on n'enlève que l'angiome. La ligature de l'artère nourricière qui nourrit l'angiome lorsque les formes sont compliquées ou lorsque le patient est inopérable, on ne peut pas faire de résection majeure, donc là on va juste ligaturer l'artère pour ne pas lui permettre de nourrir l'angiome. Et dans les cas des hémangiomes diffus géants, on peut même aller transplanter et réaliser une transplantation hépatique. Pour ce qui est du traitement interventionnel par imagerie, c'est l'embolisation artérielle en cas d'angiome compliqué à risque de saignement ou bien lorsqu'on ne peut pas donc traiter chirurgicalement. L'arrêt des contraceptifs oraux est conseillé si l'angiome est géant. Alors, quelles sont les recommandations pour la gestion, dans le cadre de la gestion des angiomes hépatiques ou des hémangiomes, selon les recommandations EASL 2016, pas 2018. Alors, chez les patients ayant un foie normal ou sain, une lésion hyperéchogène est probablement un hémangiome hépatique. Ce n'est pas valable quand le patient a une hépatopathie chronique, par exemple, ou lorsque le patient a une cirrhose. Dans ce cas-là, toute lésion hépatique doit être considérée une imagerie de contraste pour éliminer un CHC. Maintenant, si le patient n'a pas d'antécédent de maladie hépatique et toute lésion hyperéchogène est probablement un hémangiome hépatique. Alors, avec des caractéristiques radiologiques typiques, c'est-à-dire lorsque hépatique, et qu'il ne faut pas aller faire d'autres imageries. Mais il faut que la lésion fasse moins de 3 cm. Donc, lorsque la lésion est typique et qu'elle fait moins de 3 cm, l'échographie est suffisante pour établir le diagnostic et on n'a pas besoin d'aller réaliser d'autres examens. Maintenant, chez les patients qui ont une pathologie oncologique, chez les patients présentant une maladie hépatique sous-jacente, quelle que soit la taille de cette lésion hyperéchogène, qui est vraisemblablement un hémangiome, il faut aller éliminer une métastase ou un CHC, et donc il faut aller faire de l'imagerie de contraste. Et cette imagerie de contraste peut être une échographie après injection de produits de contraste qui n'est pas réalisée chez nous, une TDM ou une IRM. Et l'IRM est l'examen le plus fiable. Le diagnostic par l'imagerie avec injection de produits de contraste est établi sur la base d'un profil vasculaire typique qui est le rehaussement périphérique et en motte à la phase artérielle, suivi d'un rehaussement central à la phase tardive. Et compte tenu de son évolution bénigne, le suivi en imagerie n'est pas indiqué en cas d'hémangiome typique. La grossesse et les contraceptifs oraux ne sont pas contre-indiqués. Et la prise en charge est conservatrice, c'est-à-dire qu'on va conserver cet angiome lorsque le patient n'est pas symptomatique. En présence, en l'occurrence, d'un syndrome de Kasabach-Merritt ou en présence de lésions angiomateuses qui augmentent de taille ou lorsqu'elles sont symptomatiques, notamment lorsqu'elles donnent de la compression, il faut se référer à une RCP des tumeurs bénignes du foie pour décider de l'option thérapeutique à entreprendre, donc chirurgicale, interventionnelle. Le deuxième type de tumeur bénigne solide du foie est l'hyperplasie nodulaire focale. Donc c'est la deuxième par ordre de fréquence dans les tumeurs solides. Deuxième tumeur bénigne solide du foie, 10 fois plus fréquente que l'adénome, prédominance féminine comme toutes les tumeurs bénignes du foie. Elle apparaît à tout âge, mais surtout chez l'adulte entre 30 et 50 ans, et son développement est indépendant de l'usage des contraceptifs oraux. Généralement, sa taille est entre 1 et 10 cm, elle est arrondie, elle est le plus souvent
comme aussi dans les autres tumeurs bénisoliques du foie, unique dans 80% des cas, mais peut-être multifocale dans 20% des cas. Et d'un point de vue anatomopathologique, il s'agit d'une hyperplasie des hépatocytaires. Donc une hyperplasie des cellules de Kupfer qui est des canaux biliaires, qui est centrée sur un pédicule fibrovasculaire qui est visible dans pratiquement 50% des cas. Donc il ne s'agit pas d'une tumeur réelle, il s'agit d'une hyperplasie des cellules des hépatocytes englobant les cellules de Kupfer et les canaux biliaires. Il n'y a pas de capsule, elle est exclusivement vascularisée par l'artère hépatique. Contrairement à l'adénome, elle est rarement le siège de remaniement nécrotique ou hémorragique et aucun foyer de dysplasie n'est noté dans une hyperplasie nodulaire focale. Il faut savoir qu'elle ne dégénère jamais. Son diagnostic se fait le plus souvent fortuitement, sinon à l'occasion de complications exceptionnelles. Hépatomégalie lorsque elle est trop importante, la taille est importante, l'hémorragie, la douleur et l'hypertension portale. L'écho-Doppler ne fait pas le diagnostic et à la TDM, on va trouver une lésion bien limitée, iso ou hypodense, avec une zone très hypodense centrale, c'est la cicatrice étoilée centrale. Au fait, c'est un hépatocyte, ce sont des hépatocytes ou un amas d'hépatocytes qui sont trop bien vascularisés. Et après injection de produits de contraste, il va y avoir opacification de la tumeur qui est précoce et massive. L'IRM, elle est demandée en cas de doute pour obtenir la certitude diagnostique et cette IRM va retrouver cette cicatrice étoilée centrale et qui est très typique de l'hyperplasie nodulaire focale, de la HNF. Donc vous voyez, là c'est une coupe chirurgicale, une tumeur avec une cicatrice fibreuse centrale qui correspond à l'artère nourricière. Là, c'est un isosignal T1, un hyposignal T1 et un hypersignal T2. La certitude diagnostique se fera lorsqu'on verra cette étoile fibreuse centrale et le diagnostic différentiel et l'adénomhépatose, ce sont les autres tumeurs bénignes, mais aussi les tumeurs malignes du foie. Donc, l'adénomhépatocytaire, l'hépatocarcinome fibrolamellaire et la métastase hypervasculaire. En cas de doute, on réalisera une ponction biopsie du foie sur la tumeur et sur le foie non tumoral. Donc, le traitement, comme dans toutes les tumeurs bénignes, c'est l'abstention, dans la plupart des tumeurs bénignes, c'est l'abstention opératoire, sauf pour celles qui ont un potentiel malin, comme le cystadénome, et comme l'adénome, on le verra après. Donc, le diagnostic d'hyperplasie nodulaire focale doit conduire à l'abstention opératoire. L'intervention chirurgicale se justifiera par le caractère exceptionnel des complications, puisque le risque de cancérisation est nul, et l'arrêt des contraceptifs oraux n'est pas utile. Alors, selon les recommandations 2016, pas 2018, l'échographie avec injection de produits de contraste, la tomodensitométrie, l'IRM de contraste permettent de poser le diagnostic d'une hyperplasie nodulaire focale dans près de 100% des cas lorsque les signes et les critères radiologiques typiques sont retrouvés. Il faut savoir que pour les lésions qui sont inférieures à 3 cm, l'échographie avec injection de produits de contraste est plus performante que l'IRM. Mais pour des lésions supérieures, c'est l'IRM qui est supérieure. Le suivi n'est pas nécessaire en cas de lésion typique d'HNF, à moins que le patient présente une maladie vasculaire hépatique qu'il faut surveiller. Le traitement n'est pas recommandé et il faut faire attention aux formes atypiques qui nécessitent une discussion avec un comité d'experts. Donc, l'algorithme de prise en charge d'une hyperplasie nodulaire focale, c'est de faire une imagerie avec injection de produits de contraste, de préférence une IRM. Si le diagnostic d'HNF est certain par la présence de la cicatrice centrale, aucun suivi n'est nécessaire. Lorsqu'il est la tumeur est de moins de 3 cm
on fera au mieux une échographie de contraste. Lorsqu'elle est supérieure à 3 cm et que le diagnostic est douteux, il faut faire une biopsie pour confirmer l'hyperplasie nodulaire focale. Une fois confirmée, cette hyperplasie nodulaire focale ne nécessite pas de suivi particulier. Dernière tumeur hépatocytaire solide, c'est l'adénome hépatocytaire. C'est une tumeur rare, 10 femmes pour un homme, donc elle atteint 10 fois plus la femme que l'homme, souvent la femme entre 15 et 45 ans, avec un facteur favorisant qui est le traitement par œstrogène, qui augmente le risque par 100, la prise d'androgène, surtout chez l'homme, des glycogénoses. Elle est le plus souvent unique, dans 90% des cas, et elle est rarement multiple. Alors, c'est généralement une tumeur unique, arrondie, bien limitée, rarement encapsulée, qui est composée de travées hépatocytaires régulières, absence d'espace porte, absence de cellules de Kupfer, contrairement à l'hyperplasie nodulaire focale. Les hépatocytes sont parfois surchargés en graisse et en glycogène. La vascularisation de la tumeur, elle est exclusivement artérielle. Elle est fréquemment remaniée par de la nécrose et de l'hémorragie et elle peut comporter dans 10% des cas des signes de dysplasie. Donc, c'est une tumeur à potentiel malin. Il faut savoir qu'il y a 4 types phénotypiques ou biomoléculaires d'adénome. On a l'adénome par mutation du gène HNF1 et l'adénome par mutation du gène HNF1 est la forme la plus fréquente. On retrouve au cours de cet adénome une stéatose marquée. La présence de plusieurs adénomes est fréquente dans cette forme-là et c'est une forme familiale. Il faut faire une enquête familiale. Le deuxième type, c'est l'adénome inflammatoire. Je préfère vous parler d'abord de l'adénome inflammatoire, qui est souvent lié à une consommation excessive d'alcool, à une obésité surtout chez la femme, ou bien il est plus fréquent chez la femme aussi qui prend des contraceptifs oraux. Il n'y a pas de cicatrice fibreuse et cette tumeur est dégénère rarement comme celle qui est liée à la mutation du gène HNF1. Maintenant, le troisième type, c'est l'adénome avec mutation du gène bêta-caténine. Et dans ce cas-là, on a plus souvent, c'est 20% des cas, moins fréquents, fort heureusement, atteint plus souvent l'homme. Et souvent, il faut craindre la complication qui est la dégénérescence. Il y a peu ou pas de stéatose. C'est une tumeur frontière avec le carcinome hépatocellulaire. Et donc, le risque de dégénérescence de cette forme-là, avec cette forme biomoléculaire, donc vous avez 4 formes biomoléculaires. Et la forme biomoléculaire qui risque de dégénérer le plus, c'est celle qui contient une mutation bêta-caténine. La mutation du gène HNF1 dégénère rarement, de même que l'adénome inflammatoire. Et puis, il y a un autre type qu'on ne connaît pas très bien, qui est l'adénome sans mutation ni inflammation, donc on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop ses caractéristiques. Alors, l'adénome est le plus souvent asymptomatique, de découverte fortuite, sinon il est symptomatique lorsqu'il est gros, donnant lieu à de l'hépatomégalie, de la douleur, de l'hémorragie. À la biologie hépatique, on retrouve rarement une cholestase anictérique, l'alpha-fétoprotéine est normale, et les complications donc, sont les nécroses, l'hémorragie et la dégénérescence. La preuve histologique est nécessaire lorsque le diagnostic n'est pas certain à l'IRM pour différencier l'adénome du CHC bien différencié, surtout lorsqu'on suspecte une mutation de la bêta-caténine. Là, vous avez un adénome hépatocytaire. Les traitements, comment on le traite? Arrêt des contraceptifs oraux, chirurgique à risque de dégénérescence et risque hémorragique. Mais il faut savoir qu'on ne les traite pas tous de la même façon. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers. Il va falloir le remettre à l'endroit. Alors, en cas d'adénome hépatocytaire, donc il faut faire
comment on va les traiter? Alors, lorsque l'adénome hépatocytaire survient chez l'homme, il faut le traiter chirurgicalement, quelle que soit sa taille, parce que le risque de dégénérescence est important. Lorsque l'adénome hépatocytaire survient chez la femme, lorsque la taille est supérieure à 5 cm, il faut le traiter chirurgicalement. Lorsque la taille est inférieure à 5 cm, cet adénome sera suivi tous les 6 à 12 mois. Et s'il augmente de taille, on va le traiter chirurgicalement. Si l'adénome est symptomatique, il faut le traiter chirurgicalement. Donc l'indication chirurgicale est systématique chez l'homme. Elle est systématique lorsque la taille est supérieure à 5 cm, parce qu'il y a plus de risque de dégénérescence. Elle est systématique lorsqu'il y a une mutation de la bêta-caténine. Et lorsque on est en face d'une femme qui a un adénome de moins de 5 cm, il faut le surveiller et le traiter chirurgicalement lorsqu'il devient supérieur à 5 cm. Alors, en conclusion, l'hémangiome hépatique est observé dans 3% de la population générale, le plus souvent de façon fortuite. Son diagnostic est facile par les techniques d'imagerie, notamment par l'IRM. Ses complications sont exceptionnelles et aucun traitement ne doit être proposé s'il n'est pas symptomatique. L'adénome hépatocellulaire est une tumeur très rare, le plus souvent observée chez la femme. Elle est le plus souvent maligne chez l'homme et donc l'arrêt des contraceptifs oraux est indiqué et il faut donc la traiter selon la taille chez la femme. L'hyperplasie nodulaire focale est rare, mais elle est supérieure à l'adénome. Il y a une prédominance féminine. Il n'y a pas de dépendance avec... cette lésion est indépendante avec la prise de contraceptifs oraux qu'il ne faut pas arrêter. L'IRM fournit le diagnostic de certitude lorsqu'elle est supérieure à 3 cm, lorsque la lésion est inférieure à 3 cm, supérieure à 3 cm. Les complications sont exceptionnelles et lorsque le diagnostic a été formellement établi, l'abstention chirurgicale est recommandée. Et je vous remercie. Donc, avant de vous remercier, avant de quitter, je vous donne les recommandations ASL. Donc, l'IRM est supérieur à toutes les autres modalités d'imagerie et permet de définir le sous-type d'adénome hépatocytaire. L'identification d'un adénome hépatocytaire associé à une mutation HNF1 ou d'un adénome hépatocytaire inflammatoire est possible en IRM avec une spécificité de 90%. L'identification d'un adénome hépatocytaire avec activation de la bêta-caténine n'est pas possible avec les moyens d'imagerie médicale. Et donc, une fois le diagnostic posé, il faut demander à la femme d'arrêter les contraceptifs oraux. Ça, c'est par rapport à l'adénome hépatocytaire. La résection est recommandée indépendamment de la taille chez les hommes, en fonction de la taille chez l'homme. Je vous remercie.